Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre. Dernier discours du régime du Bénin révélé sur l'état de la nation. La Palme d'Or à Patrice Daban. Mesdames, messieurs, c'est le thème qui nous réunit ce jour-ci. Vous l'avez compris, nous restons dans le registre de ce discours qui continue de faire assez de vagues, des réactions, ça et là. Nous nous retrouvons de politiques que vous avez eu sans doute du plaisir à suivre récemment. Je veux nommer Géraldo Gomez, déjà sur ce plateau, et monsieur Georges Anagonou, pour nous aider à poursuivre dans la lancée de ce que nous avons commencé. Chers invités, bonjour et merci pour la disponibilité. Merci. Bonjour Joël, c'est un plaisir pour nous, en tout cas pour moi, de retrouver les auditeurs pour pouvoir donner mon point de vue sur le discours du chef de l'État et surtout un plaisir pour moi de retrouver M. Gomez et de pouvoir échanger avec lui. Ok, un plaisir. Partagé en tout cas, M. Anagonou, et merci pour l'invitation, Joël Etonji. Je vous en prie. Ah oui, du sacrifice, il en aura été question. Chacun y est allé à sa façon. Il paraît, certains sous contrainte, d'autres spontanément, d'autres encore des spectateurs joyeux. En tout cas, on en aura entendu un peu de tout. Géraldo Gomez, par rapport au concept de sacrifice et d'effort fournis par les uns les autres, le thème a beaucoup de volets, diriez-vous? Oui, ce thème a beaucoup de volets parce que c'est une nécessité dans une nation que de faire des efforts et des sacrifices. Chaque citoyen doit en consentir. Là où l'unité nationale, un débat, ce sujet sur lequel on a épilogué un peu plus haut, là où l'unité nationale peut être mise à mal, c'est à partir du moment où certaines franges de la population, plus ou moins importantes, a le sentiment, ne serait-ce que le sentiment, et pire encore, vit la réalité de ce que les efforts sont consentis exclusivement par leur catégorie et pas par d'autres. C'est à partir de ce moment où les efforts demandés ou imposés à certains ne sont plus acceptés. Et c'est ce que vit le Bénin depuis 2016. L'impression, et pas seulement l'impression, la réalité vécue quotidiennement, que les efforts sont demandés à certains, que les efforts sont imposés à certains, et qu'ils n'en voient pas le bout du tunnel. C'est cela la grande différence. Lorsque vous dites des efforts imposés à certains, le politique ne fait-il pas dans l'excès? À moins d'illustrer. Non, je ne fais pas dans l'excès. J'ai dit tout à l'heure que les efforts sont une nécessité dans une nation. Donc ce n'est pas le principe, ce n'est pas le concept qui est rejeté. Je parle du sentiment et du vécu qu'il y a une exclusivité réservée à une catégorie vis-à-vis d'autres. Prenons ce qui a démarré avec le régime de la rupture, avec le couvert de l'assainissement des abords des rues. Ce sont des bonnes dames, pas que des bonnes dames, ce sont des artisans pour la plupart, de gens, petites gens, qui ont leur commerce, qui permettait de rentrer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 francs par jour peut-être, quand tout va bien, et qui du jour au lendemain ont eu ces sources de revenus coupées, parce que leurs activités qu'ils exerçaient dans des espaces non appropriés, sans doute, pour ces activités, ont été coupés. À côté de ceux-là, on a d'autres acteurs qui sont impactés, d'autres acteurs économiques qui sont impactés, parce qu'ils servaient de courroie d'approvisionnement de cette multitude de personnes qui permettaient aux citoyens moyens de vivre au quotidien. Ceux-là sont aussi impactés. Et en bas de l'échelle, ce sont les cellules familiales de tous ces acteurs économiques qui ressentent les coûts directs, qui ne participent plus, là pour le coup, à l'effort national de contribution fiscale, puisque les activités n'y participent plus. Nous participons tous, à travers la TVA tout au moins, aux efforts fiscaux. La consommation qui est en baisse, les choix politiques qui renchérissent la situation avec la fermeture des frontières avec le Nigeria, ce sont les mêmes couches sociales qui sont impactées, mais dans le même temps,
nous avons un surenchissement du coût de la vie. Prenons les biens de consommation de base, le riz, le maïs, ainsi de suite, dont le prix du kilo a pris un sérieux coup, passant de 150 jusqu'à 350 pour certains. C'est exactement les mêmes couches des populations qui sont à nouveau impactées alors que leurs sources de revenus ont été coupées. Voilà ce que j'appelle les efforts imposés, consentis par certains, mais imposés pour la plupart, mais qui sont vécus et ressentis exclusivement par les mêmes populations. À partir de ce moment, oui, l'appel à l'effort ne peut plus être accepté de la même façon par tout le monde. Il faut que ce soit équitable. Il faut que ce soit réparti de façon équitable et que les fruits de l'effort, surtout, soient perceptibles par tous. Vous avez l'impression que les fruits des efforts ne sont pas perceptibles par tous? Tantôt, jusqu'à hier, moi j'ai entendu dans le discours public que les fruits sont à venir. Mais hier, j'ai entendu dans l'un des 15 points énumérés, hier 29 décembre, j'ai entendu dans le discours sur l'état de la nation par le président de la République, dans l'un des 15 points qu'il a évoqués dans son bilan, sur le plan de l'économie, que des investissements ont été faits de telle sorte que aujourd'hui le Bénin attire des investisseurs et que ces investissements sont créateurs, je cite, créateurs de richesses et d'emplois. De richesses, pour quels nouveaux investissements ou pour quel type de redistribution? Créateurs d'emplois dans un marché de l'emploi dont le même président, dans le même discours, a dit que le taux de chômage est très élevé et que pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, il fallait changer de paradigme dans la formation des jeunes parce que c'est la formation, le paradigme actuel qui forme des jeunes au chômage. On a du mal à suivre si réellement les efforts ont porté des fruits. Richesse créée, a-t-on dit? Où cela a-t-il été créé et à quoi cela a-t-il été utilisé? Investissement entraînant des emplois et donc des ressources pour ces mêmes couches sociales dont je parlais à l'instant, mais de toute évidence, on nous dit dans le même temps qu'ils sont au chômage, et c'est vrai, massivement, parce qu'ils sont mal formés. Ils ne sont pas mal formés, ils ne sont pas formés de façon adaptée au marché de l'emploi. D'où viennent les emplois alors? Les emplois créés par ces investissements massifs ont été créés dans quel secteur? Occupés par quel profil? Ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes populations. Alors, M. Anagono, vous avez relevé aussi ces faits contradictoires? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'une nation consentit des efforts, c'est pour que les fruits de ces efforts-là puissent être répartis de façon équitable. De façon équitable. Monsieur Gomez, vous avez parlé, par exemple, j'ai dit, moi, dans notre jargon, on appelle ça déguerpissement, des abords des voies. Moi, le même exercice, quand ça se faisait ici, ça se faisait aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je me rappelle que quand j'étais là-bas, c'était difficile de rentrer dans le Pougon pour faire cet exercice-là, parce que si vous connaissez, les maquis étaient presque vraiment au bord et occupaient les trottoirs. Le danger, c'est quoi? Puisque je suis de la sécurité routière. Le danger, c'est que ces parties-là occupées, on appelle ça trottoir, et c'est les piétons qui devaient passer par là. D'accord? Lorsque c'est occupé, le piéton a tendance à emprunter la chaussée à ses risques et périls pour être écrasé. Est-ce que vous pensez que parce que les gens ont leur pitance tributaires des activités qui sont menées au bord de la voie, eh bien, il faut les laisser et que l'accident arrive. Nous avions commencé, avant l'arrivée du régime de la rupture, nous, au CRSC, nous avons commencé par travailler avec la police, la mairie de Cotonou, où nous faisons des sensibilisations. Nous passons aux abords sur les trottoirs pour demander aux bonnes dames de partir. Même aujourd'hui, là, il y a 2 mois à peu près, nous étions à Djougou pour aller sensibiliser les gens parce que c'est très dangereux de faire ça. D'accord? Maintenant, c'est normal que la dame qui restait là et qui vendait n'avait pas loué.
Et aujourd'hui, il faut qu'elle aille plus loin pour Lomé. Eh bien, elle va repartir ce sacrifice-là sur le prix de la marchandise. Et ça va créer ce dont vous avez parlé. Mais comment est-ce qu'on fait pour la répartition de cette richesse-là? Je vous dis, des gens qui ont reçu la répartition de ces richesses-là, vous voyez, je cite ça souvent un exemple. Puisque justement encore, peut-être pour information sur la sécurité routière, et je sais ce que c'est qu'une voie bien tracée, quels sont les avantages de cela. Vous prenez la voie qui passe derrière Cinéma Concorde, qui va jusqu'à Sekandji là-bas. Les gens ont consenti des sacrifices. La redistribution, c'est celle-là. De pouvoir assainir leur milieu pour qu'ils puissent circuler. Il y a un projet du ministère des Affaires sociales que moi j'ai appelé, j'ai dit, créons alors la sécurité sociale comme dans les pays développés, où les gens doivent avoir des numéros de téléphone et on doit faire un transfert à certains foyers vraiment démunis, on doit leur faire un transfert de 5 000 francs pour cette année. Ça a commencé déjà. On a développé un projet dans des zones sanitaires pilotes. Je sais, il y en a à Caravi, et certaines zones où les vraiment démunis peuvent aller se faire soigner et gratuitement. Ça existe. On est en train de développer cela. Donc, c'est ça aussi, la redistribution de la richesse créée par les efforts consentis. On ne peut pas. Monsieur Goumès, je suis d'accord, vous avez consenti des efforts. J'aime dire, faites payer de grands impôts à ceux qui en ont beaucoup pour pouvoir servir ceux qui sont au bas de l'échelle. C'est aussi ça la solidarité nationale. Donc, par exemple, par rapport à ce déguerpissement, on a développé le projet de construction de... Vous allez évoluer, mais vous avez lâché un petit mot là. Faites payer des impôts à ceux qui en ont plus. Ça permet d'aider ceux qui sont devenus. C'est un souhait, c'est cela. Et c'est ce que les gens essayent de faire. Dans certains pays, les gens qui sont très riches, ils font... Restons au Bénin. Oui, je parle du Bénin. Ils peuvent vraiment... Oui, vous savez, Joël, il y a quelque chose qu'on m'a appris dans le petit truc d'économie que j'ai eu à faire. Oui. On me dit, lorsque vous allez acheter un parfum, vous payez TVA, plus-value là-dessus, d'une grande importance. D'accord? C'est très élevé sur ces produits-là. TVA récolté, ça sert à quoi? Ça sert à régler les problèmes de notre pays. Et donc, quand vous êtes en train de l'acheter, vous êtes en train de consentir un effort. D'accord? C'est pas la TVA qui fait payer les plus contributeurs, puisque tout le monde, du plus simple, si vous m'avez laissé, oui, j'avais mon procès économique. Le même pourcentage pour tout le monde. Je regarde le temps que vous avez utilisé pour expliquer tout à l'heure. Il y a mon procès économique qui disait, qui t'a dit d'aller acheter un parfum qui coûte cher lorsque tu sais que tu n'en as pas les moyens? Parce qu'à ce prix-là, il n'y a pas de distinguo. C'est tout le monde qui paye, qui fait le même effort. Seulement ce que je voudrais dire, cet effort-là fourni, et le chef de l'État l'a dit dans ses déplacements. Il dit, ce que nous faisons, c'est avec vos impôts que vous payez. Il est même allé jusqu'à dire, même lorsque vous achetez de friperies, vous payez des taxes là-dessus. Et ces taxes-là doivent aider à reconstruire le pays. Ce que nous sommes en train de faire, c'est sur nos propres efforts. Et c'est ça qu'il appelle l'effort consenti. Donc, il y a un programme qui est développé en ce qui concerne la construction des marchés. C'est venu pour répondre à cette histoire qu'on a enlevé les gens des trottoirs et il faudra chercher où ils vont rester. Ils sont en train de moderniser les marchés pour leur donner suffisamment de place. Que c'est beau de voir que lorsque vous avez des gens qui sont là pour vendre, que de les retrouver à un emplacement. Monsieur Lagodou, ils vous suivent, c'est une émission aussi très suivie, vous savez. Mais pour les informations que nous avons, je ne sais pas si les choses ont évolué, les places pour les marchés en construction n'ont pas connu d'augmentation et c'est les places qui existaient. Et les bonnes dames déplacées vont occuper après les espaces. Est-ce que les bonnes dames qui ont été délogées au niveau pour la bonne cause ont été recensées et trouveront désormais de place? Et même avant ces marchés-là, vous savez que la mairie de Cotonou cherchait des places. Tout à fait. Pour reloger ces gens-là. Mais je ne pense pas que la construction des marchés aujourd'hui ne va pas prendre en compte. Vous avez dit des informations que vous avez. Moi, ces informations-là, je ne les ai pas vérifiées. Mais la construction des marchés aujourd'hui doit faire en sorte que ceux-là soient pris en compte pour pouvoir retrouver leur emplacement. Le régime de souhait, c'est ça? Non. Pas que de souhait, soyons dans la réalité. Oui.
il est certain que les marchés dont vous parlez ne sont pas encore construits. Non, ils sont en construction. Il est certain. Ça, on peut toucher. Oui, on voilà. peut toucher. Non, c'est ils visible, sont en construction, mais personne ne les occupe encore aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Non, je suis d'accord. Et je veux mettre cela en regard avec l'année 2017, Oui. où les bonnes dames ont été déguerpies. Oui. Cela fait 3 ans, Vous 4 ans. Vous savez Cela aussi fait que- 3 ans, vous savez- 4 ans vous savez aussi que leurs sources de revenus ont été largement entamées. Monsieur Gomes, Est-ce qu'on avait on a besoin enlevé les Est-ce que je vendeurs peux de finir de friperies, poser par la exemple. question Non, puisque c'est vous qui avez fait cela pour que je puisse répondre. Vous ne voulez On pas a qu'on enlevé entende la pas- question en réalité. Bon, mais allez-y, posez-la. Bien. Nous sommes là pour ça. Depuis 2017 à cette date, Oui. où nous avons déguerpi, c'est vous qui avez rectifié l'expression, nous avons déguerpi ces populations. Oui. Vous avez déguerpi ces populations des abords Ouais. des voies. Vous pouvez dire le À ce centre de bout- sécurité routière. à ce Nous jour- en sommes responsables. À ce jour où les marchés ne sont toujours pas construits, Ouais. Monsieur Itondi rappelait tout à l'instant Ouais. que certaines ont pu retrouver des places peut-être dans les marchés déjà existants à des prix plus élevés, puisque peut-être certaines ne payaient même rien là où elles opéraient. Oui. Certaines payaient pourtant, mais là où elles sont aujourd'hui pour une petite partie, elles payent plus cher. Et vous avez expliqué que c'est normal qu'elles répercutent ce coût Sur le produit. Oui, ce qui rend la vie plus chère. j'imagine. Bien. Et donc, une inflation dont on ne nous dit pas la réalité. On y reviendra. La réalité est là que personne n'a encore vu les nouveaux marchés terminés. Personne n'y est installé. Mais depuis 3 ans, 4 ans, Votre question, oui. C'est- mais c'est depuis pessimiste, 3 ans, très 4 poussé, ans, ça. Il pose sa question. depuis il pose sa 3 question, vous avez posé. ans à 4 ans, Oui. on a coupé les revenus, les sources de revenus d'une bonne partie des populations à qui on demande des sacrifices. Mhm. Vous voulez qu'elles attendent combien de temps Mhm. pour voir la redistribution? Oui, c'est comme si vous avez pensé que l'homme n'est pas capable de remodeler son comportement. Les gens dont vous parlez et à qui on a dit vous ne pouvez plus rester ici. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est allée se placer plus loin. Et puisqu'elle est allée se placer plus loin, elle fournit plus d'efforts et qu'elle répercute ça sur le prix du produit. Ça, nous le savons ça. Donc, les gens ne sont pas restés forcément sans activité. Je vous l'ai dit, c'est pour des raisons de sécurité. Et pour des raisons de sécurité, nous avions l'obligation de leur dire ne restez pas là où vous êtes. Parce qu'aussi, dans un pays qui se respecte, il faut que les gens puissent recevoir l'autorisation de s'y installer. Si entre-temps, des autorités ont fait des erreurs et les ont installés là, aujourd'hui, il faut faire cela. Donc, l'effort consenti, je voulais juste expliquer que l'effort consenti, il y a une manière de faire la redistribution. Et le chef de l'État a dit, nous ne pouvons pas permettre à une minorité de prendre en otage tout le peuple et de s'accaparer du bien du peuple. Je crois que vous l'avez cru. Mais c'est ce que nous allons faire. Et moi, Vous allez faire. non, je vous dis, c'est ce que nous faisons. Et vous avez la responsabilité en tant qu'opposition, d'accord, de dire dans tel endroit, tel individu, il s'enrichit sur le dos de l'État. Vous devez le dire. C'est votre rôle. Moi, je ne fais pas ça à votre place. Parce que moi, je suis en pleine nation. Donc, il ne faut pas aussi rester dans la supposition. Ça aussi, ce n'est pas bien. Dans la supposition, non. Disons les choses concrètement. Disons, telle personne a de richesses, telle personne... Oui, bien, justement, c'est différent. Lorsque vous employez... D'ailleurs, vous êtes un employeur privé. Vous ne payez pas tous les travailleurs de la même manière. Vous payez chacun selon sa valeur. Et je connais un pays où je viens vous voir, je négocie mon salaire. Nous pouvons avoir le même diplôme, mais moi, je négocie mon salaire en comptant sur ma compétence. Ça, c'est autre chose. J'entends les gens parler de salaire des ministres. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça parce Seulement que... être ministre n'est pas une fonction privée. Oui, non. C'est cela le bien Moi, public. j'ai suivi quelque chose. Être ministre, ce n'est pas une fonction privée et ce n'est pas une embauche dans une entreprise privée. Je suis en train d'oublier son nom. Il y avait un économiste chef d'entreprise. Enfin, vous connaissez comment les entreprises se mènent en Europe. Et on devait le prendre pour devenir ministre. D'accord? L'État français se doit de lui payer au moins le salaire qu'il est en train de gagner quand il était directeur de société. Ça, c'est pour le stimuler à travailler. Non, je crois que vous mélangez des plans. Non. Ce sont des fonctionnaires publics. Là, Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui quitte le Thierry, privé. non, je connais déjà. Thierry Breton, Thierry Breton, qui était ministre de l'économie. Mais avant de devenir ministre de l'économie, il était directeur de société. Il était directeur de grandes sociétés, voilà. On connaît tout ça, Donc, mais il n'a jamais été payé à la hauteur de ce qu'il gagnait en tant que privé. Non, moi j'ai suivi cela. L'emploi J'ai public, suivi cela. public est Et encadré. le gouvernement, le gouvernement était obligé, et c'est ce qu'on fait. Même quand vous prenez Christine, c'est la banque, de la FMI. la Société Non, Générale, je vous dis, à la tête de laquelle vous il n'accepterez était, pas, monsieur. qui a octroyé un chapeau fiscal vous pour n'accepterez son pas départ. Ce que n'est je pas vous l'emploi appelle, public. je vous demande de quitter votre fonction
d'accord, de quitter votre entreprise et de venir dans la fonction publique pour que je vous paye moins que ce que vous gagnez là-bas. C'est cela le sacrifice. Les efforts que vous demandez à ceux qui ont été déguerpis. C'est le même sacrifice qu'il fallait demander à celui qui quitte la banque dans laquelle il travaille. Pour accepter d'être ministre, il se met au service de l'État. Il ne peut pas gagner 18 millions comme il gagnait dans son entreprise. Vous ne voulez pas être dans le réalisme. Il refuse. Il a le droit de refuser ce sacrifice-là. Vous savez de quoi je parle puisque vous êtes un opérateur économique. Laissez-moi vous le dire. Et l'opérateur économique. L'emploi vous savez que la compétence, ça se vend. Ça ne se fait pas comme ça. La compétence, ça se vend. La compétence se vend dans le privé. L'emploi public, l'État qui m'appelle. Écoutez-moi, monsieur Anagonou. Même l'État qui m'appelle. Ce n'est pas parce que vous allez le répéter tout le temps que c'est la réalité. L'emploi public est codifié. Oui. L'emploi public est codifié. Quand vous ne pouvez pas dire c'est parce que je veux des compétences. Oui. Là, vous avez le droit, sur le principe, d'aller chercher les meilleures compétences. Mais c'est sous effort. Cette compétence, si elle a envie de servir sa nation, c'est son libre choix. Si elle a envie de servir sa nation, elle accepte. Pardon. Elle accepte pendant X temps. On parlait de l'idéal. S'il vous plaît, on parle de l'idéal, mais l'idéal, c'est l'idéal qui permet de construire une nation. Oui, bien sûr. Mais lorsque je vais acheter une compétence, je l'achète à son juste prix, monsieur Goumès. Mais vous achetez avec votre argent si c'est le vôtre. Non. Mais vous n'utilisez pas l'argent public pour acheter ce que le public peut avoir ailleurs à un prix moins important. Celui qui est dans une situation précaire, parce que vous appelez au gouvernement, c'est vous mettre dans une situation précaire. Et que du jour au lendemain, on peut vous arrêter. Parce qu'il n'y a personne dans tout ce Bénin pour occuper les mêmes fonctions. On n'a jamais eu de ministre d'économie, on n'a jamais eu de ministre de plan, on n'a jamais eu de ministre des Transports dans ce pays avant la rupture. Ça ne se fait pas comme ça. On a toujours eu des ministres. Moi, j'ai rien à vous apprendre dans votre domaine, mais j'ai dit ça ne se fait pas comme ça. Mais je dis que la compétence, ça se vend. Mais j'étais en train de vous expliquer la redistribution. Je ne veux pas rester là-dessus parce que nous n'allons pas embrouiller les gens. J'étais en train de vous démontrer que l'effort consenti a besoin d'une répétition. Mais vous venez de démontrer que certains qui sont appelés à des fonctions éminentes, et c'est ce que j'ai démontré, refusent de payer des efforts pour pouvoir servir la nation. Ils veulent être payés exactement comme ils étaient avant. Ils n'acceptent pas de renoncer à une partie de leur rémunération juste pour servir la nation, mais on en impose aux couches les plus fragiles. Vous venez d'en faire la démonstration. Oui, c'est individuel. Avec force, vous dites même on peut utiliser l'argent public pour acheter les compétences. Parce qu'on en a besoin dans des domaines donnés. On en a besoin dans un domaine donné. Maintenant, vous leur demandez de sacrifices. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est vous qui dites qu'on demande des sacrifices aux citoyens. Mais pourquoi pas à d'autres? Et je dis pas à tout le monde. Je propose qu'on évolue parce que décidément, vous n'allez pas vous entendre. Alors, monsieur Anagonou, il y a un as qui vous tient particulièrement à cœur, avez-vous dit. Est-ce qu'on peut l'apprécier ensemble, évoqué par le chef de l'État? Oui, puisque M. Goumès avait dit, le chef d'État disait ceci. Au plan sanitaire, notre indice de satisfaction demeure faible. Même si le personnel dédié est désormais plus disponible, il nous faudra encore patienter quelques temps pour constater les effets de nos efforts. D'accord? Lorsque nous sommes en train de construire un hôpital de référence, d'accord? C'est pour apporter plus de satisfaction aux populations. Mais pendant que nous sommes en train de le construire, cet hôpital de référence, nous devons rester dans l'expectative. De dire, quand l'hôpital sera terminé, eh bien, on va améliorer les soins de santé. C'est ça, cet espoir que le chef de l'État, en disant, eh bien, aujourd'hui, nous produisons la moitié de notre besoin en énergie électrique. D'accord? Mais il est, je dis même très audacieux, il dit, dans 18 mois, nous allons atteindre notre autosuffisance en matière de production d'énergie. C'est ça les espoirs. C'est soit les lendemains que le chef de l'État a donné. Il dit au président de l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on reste sur le plan de la santé, puisque vous l'avez évoqué en premier, et ensuite on prendra l'électricité si vous voulez. Non, moi je voudrais mettre ensemble tout cet espoir-là, toute cette perspective. Ok, le secteur de la santé. Mais le secteur de la santé, restons-y. De quoi a-t-on souffert dans ce pays-là? Allez-y. De quoi a-t-on souffert? C'est vrai, de plateau technique, mais on a souffert des grèves qui ne cessent pas dans la santé. Et toute la population s'est levée à un moment donné ici pour dire, vous ne pouvez pas, à cause de vos intérêts particuliers, eh bien laisser mourir les gens. Parce que le prix de la vie d'un homme, d'ailleurs on ne peut pas évaluer cela, d'accord? Prendre des réformes, faire des réformes
qui permettent de maintenir l'agent de santé. C'est aussi leur sacrifice, ça. De pouvoir rester à leur poste et de pouvoir recevoir les malades, leur prodiguer les soins qu'ils peuvent faire. Ça, c'est des réformes que nous devons saluer. Et ça, s'il permet au chef de l'État de dire, si nous avons déjà les ressources qui sont restées disponibles lorsque nous allons construire des centres de santé, eh bien, nous allons pouvoir rendre des soins appropriés, des soins améliorés aux populations. Lorsque vous pouvez faire ça, eh bien, vous êtes en train de faire la redistribution de la richesse nationale qui puisse profiter à tout le monde. Ah oui, Jadot Gomez. Sur la question de la santé, je ne vais pas rester dans les suppositions. On est en train de parler d'un discours bilan du quinquennat. Oui. Et M. Annagono a cité, et c'est exactement ça, en 30 secondes, ce que le président de la République a dit sur la question de la santé. C'est l'ensemble, il n'a pas dit plus. Et la première chose qu'il a dite, c'est qu'il y a un indice de satisfaction faible. Oui. Sur le domaine de la santé. Donc nous en prenons acte. Indice de satisfaction faible. Ce qui veut dire, en langage simple, c'est ce qui veut dire nous n'avons pas atteint nos objectifs. Ça, c'est clair. Oui. Bien. Mais à quel niveau sommes-nous? Monsieur Annagono parle d'hôpital de référence qui serait en train de construction. En cours de construction à Calavi. Oui, mais au bout du quinquennat, il a démarré enfin, heureusement. Bien, il aurait dû être construit dans le quinquennat. Moi, je ne suis pas en train de faire des procès de comparaison entre régimes ou pas. C'est pas mon job. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on a fait jusque-là. Je pense que c'est une Mais méthode. quand vous dites ça, c'est une méthode, si vous permettez. On n'est pas satisfait. Je voudrais vous dire où est-ce que nous entrons, où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes maintenant. Écoutez, malgré que ça demeure faible. En tant qu'universitaire, quand on annonce un objectif, quand on dit, bon, oublions l'universitaire, vous êtes dans la sécurité routière, quand on dit je pars de Saint-Candie pour venir à PK3, en 1 heure, on mesure ce que vous avez fait en 1 heure. Je ne mesure pas ce que M. Joël a fait la veille, ni etc. C'est vous qui m'avez dit je pars de tel endroit pour aller à tel autre en telle durée. Donc par rapport à en 5 ans, on a prévu faire certaines choses sur le plan de la santé. Celui qui l'a prévu a parlé, a dit je décerne un indice de satisfaction faible. J'en prends acte. C'est lui. Ça veut dire je n'ai pas atteint mes objectifs. Langage de vérité. Maintenant, je n'ai pas atteint mes objectifs. Je veux bien savoir si vous êtes à 10, 15, 50, 90% des objectifs. Parce que tant que ce n'est pas 100%, vous ne les avez pas atteints. Maintenant, à quel niveau vous n'êtes pas? À quel niveau vous êtes, précisément? On n'en sait rien. Mais j'ai pris le premier point évoqué par M. Annagono, qui est la construction de l'hôpital de référence. Nous n'y sommes pas. C'est maintenant que ça a été lancé. Donc ça va être fini dans 2-3 ans. Dont acte. Les là agents aussi, de santé sont maintenus au les plateaux techniques. On a vu pendant la tournée une grande manifestation pour l'installation d'une IRM au CNHU. Et puis on nous a dit il y en aura autant à l'hôpital à Parakou. Dont acte. Mais la réforme majeure, ce qui a été appelé réforme majeure, et qui a été dans l'expression du président de la République, c'est d'avoir forcé les professionnels de la santé à opter pour le public ou pour le privé. Ils ont fait ce choix. Pour ceux qui ont leur clinique ou qui travaillent dans des cliniques privées, on les a obligés à choisir. Et c'est en cela que le président dit le personnel est plus disponible. Parce que la majorité a choisi effectivement le public. Et il n'y a pas de grève intermittente. S'il vous plaît, les grèves laissées. C'est ça qui est des gens dans ce pays. Vous étiez là. Parce que vous ne voyez pas que les citoyens, les concitoyens continuent de mourir au CNHU. Vous avez des statistiques de ça? Nous allons parler. Soyons respectueux de la vie des gens. Nous allons parler de ce que nous vivons. Soyons respectueux de la vie des gens. C'est vous qui m'apprenez que lorsqu'il y a grève, les gens sont soignés de même manière que lorsqu'il n'y a pas de grève. Moi, j'ai dit ça. Mais c'est ce que je comprends. Sortez de votre esprit. Non, j'ai dit aujourd'hui. Écoutons-nous. Écoutons-nous. La grève, je n'en ai même pas encore parlé. Ah, d'accord. C'est vous qui l'évoquez. Oui. Et qui répétez. Aucune grève, donc il n'y a plus de morts. Non, c'est pas ça. Soyons sérieux. Non, c'est pas ça. Alors, parlons de choses sérieuses. Il y a des trucs qui sont. Je parlais de l'essentiel de la réforme qui a poussé les professionnels de santé à opter pour le public ou pour le privé. Certains ont choisi d'abandonner leur clinique et d'opter pour le public parce qu'ils préfèrent s'assurer une retraite que de continuer à investir dans leur propre cabinet et de ne pas s'assurer une retraite comme cela se doit. Mais ce sont des gens qui vont retourner à leur cabinet,
une fois qu'ils auront atteint l'âge de la retraite. Oui. C'est assez logique. On ne fait pas des investissements de cette nature qui sont en général de très bons investissements. Ce sont des gens qui ont réellement investi dans leur clinique privée, qui sont pour la plupart mieux équipés que ce qu'on peut découvrir dans des maternités ou des centres de santé de quartier ou de village, et parfois même dans les grands centres hospitaliers. Mais on les a contraints. Ce n'est pas mauvais en soi, cette démarche, de dire l'hôpital public a besoin de ses ressources humaines. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été utile, par exemple, de dire l'État n'a pas encore rempli sa fonction, qui est d'équiper les hôpitaux publics. L'État s'engage à le faire en 2 ou 3 ans. L'État vous donne donc 2 à 3 ans pour faire l'option publique ou privée. En attendant, ceux qui vont faire le choix tout de suite rentrent dans quel régime pour pouvoir assurer leur retraite? Ceux qui vont continuer d'assurer les 2 en font la déclaration, mais nous les assumons pour pouvoir préparer le passage vers le public. Mais pendant ce temps, c'est que l'État s'engage réellement à équiper les plateaux techniques qu'il faut pour que ceux qui vont décider de venir travailler dans le public puissent avoir les outils qu'il faut pour travailler et accueillir les populations comme il se doit, parce qu'en définitive, ce sont les populations qui importent. Ça ne sert à rien de suggestion là. Oui, ce sont des... En fait, cet aspect peut être vu comme une suggestion, mais quand je faisais parler du bilan, je voulais d'accord avec sur le vous. plan de la santé, c'est d'abord la conclusion à laquelle le président de la République elle-même a abouti. Oui. C'est deuxièmement, et ça, c'est un aspect, c'est une absence coupable. Laquelle? Celle de n'avoir pas évoqué la pandémie qui sévit et qui continue de sévir, de n'en avoir pas parlé, ne serait-ce que 5 secondes, de parler de ses impacts sur notre vie en société, de n'avoir pas montré où nous allons avec une discussion qui fait rage à travers le monde sur les offres vaccinales qui sont proposées ou qui sont en train d'arriver. Où va notre pays? Quel est le choix que nous sommes en train d'opérer? Est-ce que nous avons déjà opéré un choix éventuel? Comment protégeons-nous nos populations face à toutes ces problématiques? Nous n'en entendons rien. Et ça s'appelle un bilan. Alors, on est au niveau sécuritaire, puis je ne prends pas ce dernier bout qui est sans doute important pour tout le monde. Excusable, d'après vous, le silence au sujet du Covid-19? Quelle explication il n'a pas fait un blackout sur le Covid-19. Voilà. Il a bien dit, malgré et la situation internationale, malgré les impacts de Covid-19, nous nous en sortons quand même. Voilà au niveau où nous en sommes, malgré les effets de Covid-19. Mais pour rester à ce niveau, oui. Monsieur Gomez, si votre pays fait quelque chose, il faut en être fier. Moi, je pense. Quand les cadres fournissent un effort, il faut en être fier. Parce que les médecins béninois se sont organisés de sorte que le Covid-19 puisse avoir moins d'effets dans notre pays. Et je pense que beaucoup de pays... Moi, j'ai même suivi des débats des Français qui donnent l'exemple du Bénin en ce qui concerne la gestion de Covid-19. D'accord? Le chef de l'État avait dit, finalement, il a raison. Il dit, moi, je ne confine pas. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Et donc, cette gestion-là, moi, je félicite les médecins béninois qui se sont organisés et qui ont trouvé la solution qu'il faut pour pouvoir juguler la crise. Donc, de quoi vous dites? Le président de la République aurait pu le dire. Monsieur sur le sujet, un chef d'État, il dit l'essentiel. Alors, si vous permettez, vous avez évoqué, s'il vous plaît, M. Gérardo Gomez et M. Anagono. Non, sur la même question. Non, sur la même question. Pour qu'on ne se répète pas. Il y a des sujets qui sont vraiment importants aux populations. Et je sais que vous le savez tous en tant que politique. Parlant de cette pandémie, il y a aujourd'hui une préoccupation qui se pose. Et là-dessus, c'est important de savoir parce que vous êtes les décideurs, malheureusement ou heureusement, avec les politiques qui sont les vôtres, vous les politiques. La question de la politique vaccinale, la question de la mutation aujourd'hui au sujet de cette maladie, ça quand même paraît important. Quelle politique peut-on mettre en œuvre pour que le pire éventuel, comme ça se susurre ailleurs, ne viennent pas gâcher ce qui aurait pu être considéré comme un acquis aujourd'hui? Nous avions développé jusque-là une politique avant-gardiste, d'accord, en ce qui concerne la maladie. On n'a pas dit au gouvernement avant qu'on fasse la provision qu'il faut en ce qui concerne le chloroquine, d'accord. Le gouvernement a fait.
et même les masques, le gouvernement fait la provision qu'il faut pour que tout le monde soit satisfait. Je pense que je ne suis pas le ministre de la Santé. Je ne travaille pas au ministère de la Santé, mais je suis convaincu que le gouvernement ne restera pas bras croisés en ce qui concerne l'acquisition des vaccins. Et vous savez, l'acquisition des vaccins, moi j'ai suivi des débats ailleurs, d'un pays développé. Ce qui est développé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le vaccin soit un bien appartenant aux Nations Unies. Pour que cela ne soit pas que parce que nous n'avons pas d'argent ici, que ceux qui ont de l'argent puissent se vacciner et laisser les autres traîner. D'accord? Donc, il doit y avoir forcément une politique de l'OMS qui permettra à chaque État de pouvoir s'approvisionner en vaccins pour le peuple. Le Bénin ne restera pas en marge de cela. Je suis convaincu que le Bénin prendra les dispositions qu'il faut pour que nous puissions avoir. On peut discuter sur les méthodes, on peut discuter sur le processus, mais acquérir des vaccins pour que les Béninois soient vaccinés, et ça arrivera. Et ce que je voudrais dire, c'est que la construction d'une nation, la construction, le développement d'un pays, c'est un processus de longue haleine. Mais ne disons pas, en 5 ans, on n'a pas tout fait. Il restera encore à faire. Même lorsque quelqu'un viendra faire 15 ans, il restera toujours à faire. Moi, j'ai dit quelque chose. Le programme d'action d'un gouvernement, le programme d'action d'un régime, c'est des intentions qui sont manifestées. Mais lorsque il s'agit de voir la réalité en face, souvent ces intentions-là, et vous me direz, quel est le président ici qui a lancé des intentions et qui, à la fin de son mandat, vous a dit, j'ai tout fait. Il n'y en a pas. Nulle part au plan international, il n'y en a pas. J'ai même vu la dernière fois, vous savez tous, Trump aurait tout fait pour l'économie américaine, mais il a raté la gestion de la Covid-19. Donc, il y a toujours quelque chose qui n'est pas fait. Et puis, puisque c'est votre effort, mon effort, notre effort, qui permet de construire la nation, nous ne pouvons pas reprocher au chef de l'État aujourd'hui de ne pas avoir réalisé tout ce qu'il a promis en 5 ans. Et c'est pourquoi j'ai aimé sa démarche de dire, nous devions atteindre peut-être, en ce qui concerne la production de l'énergie électrique, nous en sommes à la moitié aujourd'hui de notre besoin. Je donne 18 mois, et en donnant les 18 mois, je suppose, je vais rester dans votre esprit de dire, quel que soit celui qui viendra, les efforts que nous entreprenons aujourd'hui doivent permettre et que d'ici 18 mois, nous puissions atteindre l'autosuffisance en matière de production et énergétique. Ça, c'est ce qui est important. Monsieur Nagonou a pressé d'aller sur l'énergie, je veux bien, il n'y a pas de souci, mais finissons avec la santé. Mais non, c'est ce que une réaction. Si vous permettez, j'avais une réaction importante sur la question sur la politique vaccinale. Il ne faut pas qu'on l'évacue assez rapidement comme ça, à travers... Je ne suis pas non plus ministre de la Santé, je ne suis même pas du BR, vous avez plus d'avantages que moi pour avoir des informations. Donc je vais fonctionner sur ce que vous me donnez comme information. Mais la réponse que vous avez eue à la question de Joël Ikondi me fait penser que ce qui est en débat, c'est comment acquérir, et que le principe d'acquérir des vaccins, de faire vacciner les populations, ce principe serait déjà acquis. Je ne sais pas dans quel débat... Dans tout État qui se respecte. Je ne sais pas dans quel débat scientifique ou dans quel débat national ce principe qui est rejeté aujourd'hui dans plusieurs nations à travers le monde. La question du vaccin. Parce que les vaccins qui sont produits aujourd'hui n'inspirent pas encore confiance à tout le monde. Il faut donc que cette discussion soit menée. D'autant plus que chez nous, et vous l'avez évoqué, chez nous où nous avons des cas 3000 aujourd'hui, peut-être autour de 3000 maximum depuis le début de la pandémie, donc une très faible proportion de notre population, et vous saluez les efforts des médecins, je le fais également, et j'aurais juste souhaité que dans un bilan, même si ce n'est pas le ministre de la Santé, mais son chef, fasse un clin d'œil à cette corporation. Ça, c'était une parenthèse. Très peu donc, une proportion très faible de notre population a été atteinte par cette pandémie. Absolument. Quelle est la nécessité d'une vaccination dans une population qui semble être préparée sur le plan immunitaire? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas technicien de la question, mais j'interroge. Si les statistiques qui nous ont fournies sont exactes, que la proportion de notre population atteinte, et là-dedans encore, dans les cas qu'on nous évoque, il y a des étrangers, il y a la mobilité transfrontalière est comptabilisée dans tout cet effectif. Donc c'est vraiment une proportion très infime de notre population, malgré tout le brassage, malgré l'absence de confinement. Les frontières sont restées ouvertes. Malgré tout ceci,
c'est une proportion très infime. Quelle est alors la pertinence scientifique de décider d'une vaccination et à quelle proportion de notre population? Mais C'est tout ma ça question. au registre de préoccupations que devront aborder les autorités dans les tout prochains jours. Gomez, quand Et même, on donne pourra, sa on pourra préoccupation, un sa peu les vision de la évoquer. chose. Non, je viens. Monsieur Gomez est en train de donner sa vision de la chose. Vous savez, quand vous parlez des autres pays, c'est un débat. Il y en a qui disent, moi, je ne veux pas être vacciné. D'accord, ça c'est une décision personnelle, individuelle, et c'est aussi D'où la nécessité de du la débat liberté, interne, non, n'est-ce pas? de la liberté. Même si la responsabilité d'un gouvernement, c'est d'abord de mettre le vaccin à disposition. C'est la responsabilité d'un gouvernement. Maintenant, il revient aux individus de dire, non, Monsieur Gomez a parlé de proportion en ce qui concerne la population, mais il a oublié de dire quelque chose. Il y a des couches à risque. En ce qui concerne le Covid-19, il y a des couches à risque. Et ces couches à risque-là, pour pouvoir les sortir du risque, ce qui serait bien, c'est de les vacciner. Aujourd'hui, vous savez, en France, qui est-ce qu'on est en train de vacciner? C'est les personnes âgées qui sont dans ce qu'on appelle les maisons de retraite. D'accord? C'est les personnes âgées qui sont là. Ces personnes-là sont prioritaires. Pourquoi? Parce que dans des maisons de repos, il y a eu des morts. Je ne sais pas. On a compris que c'est comme si on avait livré les personnes âgées. D'accord? Donc aujourd'hui, ces personnes-là qui sont vaccinées d'abord. Au Bénin, il y a des personnes. En France, c'est eux qui ont commencé. sont déjà vaccinés. Oui, bien sûr. La semaine dernière, on en a vacciné, on a fait le point à la fin de la semaine. Ça faisait déjà 50 personnes qui étaient vaccinées. Et les Français des politiques sont en train de dire pourquoi ne pas accélérer le système? Pourquoi ne pas accélérer la vaccination? Il ne faut pas attendre que les gens soient encore atteints. D'accord? La communauté internationale peut être d'accord aujourd'hui que ce qui peut nous sauver de vaccins, eh bien, c'est ces choses-là. Donc, je voudrais dire de la responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire chose. J'aurais voulu, il y a d'autres points qu'on peut évoquer. Le chef de l'État a parlé de la réforme de la police et a dit qu'aujourd'hui, nous avons baissé de plus de 80% les actes de criminalité dans notre pays. Ça, c'est aussi à l'actif de la police. Mais c'est aussi une réforme qu'il faut saluer. Parce que la sécurité, votre sécurité, ma sécurité en dépend. Si la réforme introduite aujourd'hui nous permet de parler de moins en moins de braquage, de moins en moins des actes criminels, eh bien, nous devons aussi trouver que cette situation sécuritaire, vous le savez, c'est propice à l'investissement, c'est propice au développement de l'activité économique. Nous devons pouvoir être fiers d'avoir consenti ces efforts-là et d'avoir obtenu ce genre de résultats. Merci beaucoup, oui. Oui, donc juste sur la sécurité et sur l'énergie, je fais juste un clin d'œil sur la sécurité. Si la sécurité permet l'investissement, nous devions voir les investissements et donc la création de richesses et donc la création d'emplois. Absolument. Il n'y a pas d'incantation dans la gestion d'un pays. Comme pour la vaccination, ce n'est pas une question simplement d'un choix d'un citoyen. La politique de la santé publique est décidée par le pouvoir public. Après, chaque citoyen est libre. Mais quelle est votre politique? Quelle est la politique que vous choisissez pour notre nation? C'est cela qui fera que la population dira « je préfère le choix de X au choix de Y ». C'est pour ça que nous sommes là. On ne sommes pas, comme dans une entreprise privée, nous ne sommes pas le responsable d'achat d'une entreprise privée et on achète, celui qui veut bien prendre, prendra. Non, ce n'est pas ça, la gestion d'un pays. Ce n'est pas être magasinier. C'est orienter, de vous avoir. Donner des objectifs pour que les citoyens choisissent à partir d'un débat. Et la question de la vaccination sur le Covid est une question essentielle. J'espère que demain, le ministre de la Santé lui-même ou le président de la République diront le contraire de ce que vous avez dit, que le choix n'est pas encore opéré. Je l'espère. Parce que nous avons besoin d'en débattre. De faire la provision. En tout cas, le terme du jour tire à sa fin et je vais simplement vous demander la palme d'or à Patrice Talon. Non, parce que Patrice il ne s'est pas réclamé palme d'or. Et c'est ça que M. Gomez disait et c'est ça qu'il dit. Il dit, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Et si nous produisons, nous allons. Merci beaucoup. Oui, Giraldo Gomez. Le président de la République s'est lui-même donné la palme d'or, puisqu'il a dit que le bilan est si élogieux qu'un discours fleuve n'est pas nécessaire pour en parler. Un discours élogieux, c'est mon temps. Merci pour la disponibilité renouvelée. Le bilan est tellement... Nous n'allons pas refaire le débat maintenant. Vous avez été très plaisant. Je vous le dis, vous avez été très plaisant. On se reverra. C'est promis. Le bilan est tellement élogieux. Merci Giraldo Gomez. Merci à vous, monsieur Georges Anangonou, cher télévisitateur. Merci pour la patience, la compréhension, la disponibilité. Au revoir.